Ça va bien. Il n'est pas encore prêt, ton mari, quoi. Bonjour, bonjour. Cher ami. Le voilà qui Ça va? Ça va. Ok. Dites-moi, nous sommes combien à prendre part au mariage là? 15, je crois. Oui. Ah là, c'est très bien ça. Donc, vu la distance, et pour des raisons de très grand confort et de sécurité, prenons nos billets STM. C'est plutôt STM Ténéré, hein, monsieur. Quoi? Ah oui, c'est désormais STM Ténéré. STM Ténéré? Oui. Je n'ai rien compris. Démène-moi les filles là. Il n'y a pas de confusion possible à ce niveau, mon cher ami. C'est la même compagnie STM que vous connaissez qui a pris la nouvelle dénomination de STM Ténéré et qui a apporté une amélioration considérable à ses prestations déjà satisfaisantes. STM Ténéré. Et c'est vraiment une belle appellation. N'est-ce pas? Ah oui. Très belle appellation. STM Ténéré, c'est des grands bus flambants neufs, climatisés, dont le confort et la sécurité n'ont d'égal que ceux des métros européens là que nous voyons à la télé. Et c'est pas tout. STM Ténéré, c'est des chauffeurs expérimentés, choisis parmi les plus expérimentés. De cette édition, la Cour constitutionnelle en son audience publique du 4 septembre 2014 a tenu au palais de la dite Cour a rendu un arrêt relativement à la requête adressée par le président de l'Assemblée nationale devant conduire son arrestation. Que dit la Cour par rapport à cette question? Les préparatifs du Hajj 2014 vont bon train dans les différentes agences de pèlerinage, mais jusque-là, le premier vol n'est pas encore effectué par manque de délivrance de visa. Et puis du sport dans ce journal avec le point de presse animé ce matin par l'entraîneur de l'équipe nationale, Gernot Rohr, en prélude du match qui l'opposera demain samedi contre la Cap-Vert, un match entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Cela dit, la Cour constitutionnelle en statuant en matière constitutionnelle en son audience publique du 4 septembre 2014 tenue au palais de la dite Cour a rendu un arrêt relativement à la requête adressée par le président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle afin que celui-ci se prononce sur la légalité de la procédure devant conduire à son arrestation. Que dit donc la Cour par rapport à cette procédure du bureau de l'Assemblée nationale? La Cour déclare la requête recevable, dit que le bureau actuel de l'Assemblée nationale, composé de 11 membres, est habilité à exercer toutes les attributions du bureau prévues par le règlement intérieur de l'institution aussi longtemps que les postes vacants n'auront pas été pourvus. Dit que le bureau de l'Assemblée nationale est compétent hors session pour autoriser l'arrestation d'un député. Dit qu'il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle d'apprécier l'opportunité d'aménager une procédure dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dit qu'en dehors des sessions, la poursuite peut être engagée sans autorisation préalable du bureau, tandis que l'arrestation du député nécessite l'autorisation du bureau. Dit que l'appréciation du caractère sérieux, loyal et sincère des poursuites engagées contre un député est faite pendant la session par l'Assemblée nationale et que l'appréciation des motifs justifiant l'arrestation d'un député hors session relève de la seule compétence du bureau. Relativement donc à cet arrêt, l'analyste politique et acteur de la société civile Mahamadou Souley s'est exprimé. Il donne son avis. On l'écoute. Tout le monde se souvient du contenu de l'article 88 de la Constitution. L'article 88 de la Constitution dit en effet que le député qui est en infraction, avant qu'il ne soit mis en examen ou avant qu'il ne soit entendu par un juge, son immunité doit être levée d'abord par l'Assemblée en plénière. Mais lorsqu'il n'y a pas de session, l'article 98 et 88 a précisé à la lettre que c'est le bureau de l'Assemblée qui est compétent pour lever l'immunité. Mais quel est le problème qui se pose? C'est que le bureau de l'Assemblée nationale que nous connaissons actuellement, c'est suite d'abord à une requête
de ce même groupe de Hama Amadou concernant sa mise en place qu'un arrêt était sorti, l'arrêt numéro 6 du 15 mai 2014. L'arrêt disait que les présidents des groupes parlementaires qui devaient présenter des candidats, s'ils refusent de les présenter, alors ils ont abdiqué à leur place dans le bureau. Par voie de conséquence, ce bureau, on peut considérer que c'est la Cour constitutionnelle qui a établi ce bureau. Comment est-ce que Hama peut demander à la Cour de ne pas reconnaître le bureau qu'elle-même a institué? Premier niveau d'analyse. Vous retrouverez donc l'intégralité de l'intervention de l'analyste politique et acteur de la société civile Mahamadou Souley en partie magazine de ce journal-là. Suite toujours de ce journal, la coordination communale Modène Falloumana de l'arrondissement communal Niamey 4 El Ladan Tchana a rendu public cet après-midi une déclaration objectif fustiger la mauvaise gestion du président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou. Décryptage avec Imaseou. À travers cette déclaration, la coordination communale Modène Falloumana de l'arrondissement communal Niamey 4 El Ladan Tchana fustige la mauvaise gestion des autorités communales avec à leur tête le président du conseil de ville, Hassan Seydou. Considérant l'immobilisme, voire le manque des intérêts manifestes de nos dirigeants communaux, à leur tête, M. Hassan Seydou, président du conseil de la communauté urbaine de Niamey. Considérant l'indifférence du président du conseil, M. Hassan Seydou, vis-à-vis de nos problèmes et sollicitations de nos militants, de la coordination qui l'ont aidé à arriver là où il est aujourd'hui. Considérant la promotion et autres nominations de nos adversaires politiques au niveau des instances de la communauté urbaine de Niamey, au détriment des cadres et militants de notre cause. Considérant la volonté de M. Hassan Seydou de conduire inévitablement la coordination à une mort certaine. La coordination communale Modène Falloumana de l'arrondissement communal Niamey 4 apporte par la même occasion son soutien et réaffirme son attachement à Omar Hamidou Tchana. Tout en réaffirmant notre attachement aux idéaux promis par son Excellence de Ladan Tchana, ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel. Nous décidons de retirer notre confiance à M. Hassan Seydou, président de notre coordination. Aussi, nous nous félicitons de l'arrivée de Al-Haji Moussa Chimba Di Dada à la tête de la coordination communale de la commune Niamey 1. Cette venue, nous avons espéré, sera d'un apport considérable à notre dynamique et contribuera à coup sûr au redémarrage des activités de la coordination régionale de Niamey, que Hassan Seydou a plongé dans la léthargie. Cette mobilisation des militants et militantes de la coordination communale Modène Falloumana de l'arrondissement communal Niamey 4 El Ladan Tchana témoigne de leur engagement sans faille à soutenir les idéaux prônés par leurs leaders. Autre aspect de ce journal, les lauréats de la 4e édition du prix du mérite de l'excellence ont été reçus hier après-midi au palais de la présidence par le président de la République et la première dame Aïssata Issifou, présidente de la fondation Gouri Vumeyer. Le président de la République a réaffirmé son soutien à accompagner ses élèves méritants, Isidore Banaba et Issa Hassan, pour le compte-rendu. Les hôtes du président de la République de ce jeudi 4 septembre sortent de l'ordinaire. Ce ne sont ni des diplomates, ni des représentants d'ONG, ni des politiciens. Les échanges ne porteront donc pas sur des sujets de relations bilatérales ou politiques, mais plutôt sur l'excellence. L'excellence en milieu scolaire. Les hôtes d'Issoufou Mahamadou ne sont autres que les lauréats de la 4e édition du prix de mérite et de l'excellence initié par la fondation Gouri Vumeyer. Ces élèves sont les meilleurs de leurs écoles,
de leur région. Ainsi, le premier parent d'élèves du Niger a tenu à les encourager, à les inciter à maintenir le cap. Il a par ailleurs réaffirmé sa disponibilité à les accompagner et les soutenir tout au long de leur parcours scolaire. Je suis fier de vous. Combien je suis fier des résultats que vous avez obtenus pendant l'année scolaire. Et c'est pour cela que je voudrais vous féliciter. Vous féliciter et vous encourager. Parce que, comme vous le savez, notre objectif est de développer la culture de l'excellence dans notre pays. C'est sur vous que va se construire l'avenir de notre pays. Vous êtes l'avenir du Niger. Et c'est pour cela que nous avons tenu à vous féliciter, à vous encourager. Vous pouvez compter sur notre soutien pour la suite de vos études. Pour ces autres, cette rencontre avec le président de la République est un grand événement qui restera gravé pour toujours dans leur mémoire. Vraiment, je suis très content parce que c'est ma première fois venue au palais présidentiel. Je suis vraiment très contente. Je remercie la Fondation Gouri qui nous a récompensés. Je souhaite bonne chance aux futurs candidats de se mettre au travail. Inch'Allah, ils vont réussir. Je suis vraiment très heureux car aujourd'hui c'est un jour et c'est une rencontre pour moi qui est inoubliable car je ne pense pas un jour si je peux venir à la présidence. De ces lauréats pourront sortir les dirigeants de demain. Le président l'a souligné. Mais cela ne sera possible sans le soutien et le suivi des parents d'élèves et des autorités. Les élèves ont jusque-là prouvé qu'ils ont la volonté et surtout la capacité de transformer leurs rêves en réalité. Aux politiques donc d'œuvrer pour que ces rêves qui les ont conduits jusque-là à la présidence ne se dissipent pas dans la nature. Parlons à présent des préparatifs du Hajj 2014 qui vont d'ailleurs bon train dans les différentes agences de pèlerinage. Le seul problème qui bloque, c'est la délivrance des visas, mais pour l'instant, le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho est donc à pied d'œuvre pour mettre donc tout en ordre pour préparer le premier vol dans un bref délai. C'est un reportage de Taïro Amadou et Issa Hassan. Prévu pour ce vendredi 5 août 2014, le premier vol du Hajj 2014 n'a pas eu lieu. Il est reporté à une date ultérieure pour cause un problème technique dû à la délivrance des visas à l'ambassade d'Arabie Saoudite, nous a indiqué le chargé de la communication du COHO. Cependant, pour le président de l'ANPO, c'est plutôt indifférent entre une compagnie et le COHO. D'après ce que nous avons appris, il y a un différend entre une compagnie et les autorités nigériennes chargées de l'organisation de Hajj et de la Umrah. Donc je crois que, comme vous le savez, on ne peut pas transporter des pèlerins sans signer un contrat de transport. Donc je crois, nous, à notre compréhension, c'est ce problème-là vraiment qui bloque vraiment le déroulement vraiment de vol. Après les négociations avec les compagnies cette année, donc un quota de 2000 pèlerins a été octroyé à la compagnie Nasser Air, 2000 pèlerins, 6000 pèlerins à Max Air et 4000 pèlerins à Air Niamey. En dehors de ces désagréments, les préparatifs vont bon train. Les 3 compagnies retenues pour l'acheminement des pèlerins sur le lieu saint sont déjà prêtes. Maintenant, on peut se féliciter et remercier tous les acteurs qui interviennent dans cette organisation. En premier lieu, donc, le COHO, les avionneurs. Nous avons sélectionné donc 3 compagnies à travers le COHO. Et ces 3 compagnies donc, ont donné des programmes provisoires. La première compagnie donc,
affiché la date du 8 septembre. La deuxième compagnie, la date du 10 septembre. Et la troisième compagnie, la date du 13 au 14 septembre. Et pour le moment, donc, nous attendons. Vous savez, comme toute œuvre humaine, on ne peut pas faire donc un Hajj sans difficulté. Ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. Parce que c'est un événement qui s'est fait en un seul endroit qui est la Mecque et à des moments, des périodes bien précises. Donc, vous ne pouvez pas rassembler tous ces bons mondes et ne pas rencontrer des difficultés compte tenu de la gestion des ressources humaines. Mais quand même, nous sommes un peu inquiets. Nous travaillons sous haute tension et sous pression. Les pèlerins veulent savoir. Et chaque fois, à ce moment-là, donc, nous sommes dans la peur, dans la hantise. Mais quand même, comme nous avons donc l'habitude de gérer, moi je crois qu'on peut tranquilliser les uns et les autres. Comme donc à l'accoutumée, tout se passera dans de très bonnes conditions. En attendant le communiqué du COHO pour le premier vol, les pèlerins doivent prendre de la patience. Nous sommes toujours avec le Haut Commissariat donc à l'organisation du Hajj et de la Umrah qui a entrepris hier après-midi une visite au niveau de certains sites devant accueillir les pèlerins inscrits au Hajj 2014. Objectif s'enquérir de l'évolution de certains travaux. Le compte-rendu est de Ima Sebou et Boubacar Mranmega. S'enquérir de l'évolution des travaux de plusieurs sites pouvant accueillir les pèlerins inscrits au Hajj 2014, tel est l'objectif principal de cette visite initiée par le haut-commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah, COHO. La salle d'embarquement de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, d'une capacité d'accueil d'environ 1000 personnes, a constitué la première étape de la visite du haut-commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Direction l'Association islamique du Niger. C'est à ce niveau que tous les pèlerins seront regroupés avant d'être acheminés à l'aéroport. Des travaux sont ainsi en cours afin de rendre les lieux beaucoup plus accueillants. Très satisfait de la visite, le haut-commissaire a fait le point. Les travaux sont bien avancés. On peut finir un peu la mise en état de tous ces lieux dans des délais très brefs, d'après ce que les techniciens nous ont assuré. Il n'y a pas de raison qu'on ne les croit pas. Donc très prochainement, peut-être dans les 48 heures, on va pouvoir viabiliser et ouvrir tous ces sites-là en vue de la destination qui est la nôtre, c'est-à-dire accueillir nos pèlerins. Donc on a viabilisé certains aspects, on a augmenté des toilettes, on a augmenté un peu les hangars et les bâches. Donc le lieu peut contenir effectivement les pèlerins qui sont en passage ici. L'un des problèmes majeurs rencontrés cette année par les promoteurs des agences de pèlerinage et les pèlerins, c'est la délivrance des visas. Un grand retard est accusé. Nous avons un nouveau système avec de nouveaux petits appareils qui nous amènent à contribuer nous-mêmes à la viabilisation d'une phase de visa. Et ces appareils se révèlent un peu difficiles d'application. Si bien que le rythme de visa est lent et c'est notre préoccupation. Donc nous sommes en train de nous concerter avec le consulat d'Arabie Saoudite pour qu'on ait un volume de visa significatif qui permette de commander les premiers vols. Soucié du bon déroulement du Hajj 2014, le haut-commissaire a tenu à s'enquérir de l'organisation de cette édition, une édition qu'il souhaite qu'elle soit un succès total. La suite toujours de ce journal, 8 véhicules 4x4 et 80 motos, c'est le don offert par l'UNICEF au ministère de la Santé publique. Un don qui vise à renforcer les capacités des districts sanitaires de 3 régions du Niger en vue d'améliorer la qualité de l'offre des services sanitaires et lutter contre la sous-nutrition. Retrouvons donc Omar Hamma et Jamilou Marou pour le compte-rendu. Ce sont au total 8 véhicules 4x4 et 80 motos qui ont été remis au ministère de la Santé publique par l'UNICEF sur financement de l'Union européenne dans le cadre de la prévention de la sous-nutrition au Niger.
Ce don de l'Union européenne est destiné au renforcement des capacités logistiques des districts sanitaires et des centres de santé intégrés en vue d'améliorer la qualité de l'offre de services dans 17 communes de 3 régions du pays, dont Tawa, Zender et Maradi. Le représentant de l'UNICEF a expliqué le sens de cette coopération. Le projet IAOMD pour la prévention de la malnutrition chronique, financé par l'Union européenne, a démarré en 2013 et couvre une période de 4 ans, avec un budget total de près de 15 millions d'euros, 10 milliards de francs CFA. Il est exécuté conjointement par le ministère de la Santé publique et l'UNICEF, avec l'appui d'ONG nationales et internationales. Il cible 17 communes et 8 districts sanitaires dans les régions de Tawa, Zender et Maradi. Les projets visent à améliorer les indicateurs touchant principalement 2 causes sous-jacentes de la malnutrition chronique: l'accès aux services de santé de qualité et les pratiques de soins aux enfants au niveau de la famille. Le chargé d'affaires à la délégation de l'Union européenne a également expliqué l'objectif de cette initiative. L'Union européenne a accru son soutien financier au Niger dès 2013 afin d'accélérer l'atteinte du premier objectif du millénaire pour le développement en mettant à disposition un montant total de 31 millions d'euros, soit plus de 20 milliards de francs CFA, destiné à soutenir un programme innovant de prévention de la malnutrition et à travailler sur les causes sous-jacentes et multiples de la malnutrition que l'Organisation mondiale de la santé considère comme la menace sanitaire la plus importante à l'échelle planétaire, à savoir la malnutrition. C'est dire que par l'approche intégrale qu'elle préconise, afin de s'attaquer efficacement aux causes profondes de la malnutrition, l'IAOMD associe dans les mêmes zones d'intervention des actions en matière d'accès à l'eau, des pratiques d'hygiène et d'assainissement adaptées, des actions en matière d'alimentation ainsi que de santé maternelle et infantile. Le ministère de la Santé a vivement remercié les 2 institutions pour cet appui logistique combien important. Ces gestes que vous venez de faire cadrent parfaitement avec les objectifs du gouvernement de la 7e République pour le renforcement des interventions à haut impact dans les domaines de la santé tels que définis dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. Je puis vous assurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que ces véhicules et motos soient utilisés rationnellement au bénéfice de la population. Au terme de cette cérémonie, le ministre a octroyé un témoignage de satisfaction à Dr Ould Boukari Isselmoun, résident adjoint de l'UNICEF en fin de mission dans notre pays. Et puis le volet reportage de ce journal porte sur l'hygiène et l'assainissement autour du marché Wadata où un bac ordi met mal à l'aise les revendeurs et leurs clients. C'est donc le constat est fait donc par Al-Mokhtar Kaini et Abdou Seydou. Nous sommes dans la ruelle pavée qui longe le marché Wadata et qui passe devant la pharmacie pour la polyclinique Lahia. Sur cette voie se trouve un conteneur destiné à recevoir toutes les ordures du marché Wadata. Seulement, ce bac à ordures, au lieu de soulager, dérange. D'abord pour son odeur nauséabonde qu'il dégage et ensuite parce qu'il met mal à l'aise les usagers de la route. Ce bac nous crée beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui en profitons, c'est les populations du quartier. C'est tout J'ai été voir à 3 reprises le gérant pour qu'il nous dégage ce conteneur. Il ne l'a pas fait. Nous voulons simplement qu'on nous enlève ce bac. Pour le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 4, des instructions ont été déjà données pour dégager le bac. Ce conteneur a été placé à la demande même des marchands, là-bas pour éviter à ce que les ordures soient entreposées sur la terre pleine. Vous voyez, même maintenant actuellement, malgré la présence du conteneur, ils continuent à étaler leurs ordures sur la terre pleine centrale. Du coup, le conteneur ne joue plus son rôle. Le quai
ça a été demandé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de ce conteneur? Il y a des gens qui font leurs besoins tout autour du conteneur. Et ce conteneur-là, il y a tous les habitants qui sont autour viennent verser leurs ordures dedans. Du coup, on ne sait pas, ils amènent du n'importe quoi. Ça dégage des odeurs comme vous l'avez dit. Mais ce conteneur est enlevé chaque matin. Maintenant, comme c'est eux qui ont demandé, et la raison pour laquelle ils l'ont demandé, ils ne l'utilisent pas. Maintenant, si maintenant ils n'ont plus besoin de ce conteneur, dès aujourd'hui, moi j'ai donné instruction à ce qu'on enlève depuis hier. En tout cas, une fois ce conteneur dégagé, la circulation sera beaucoup plus fluide et la santé des revendeurs et de leurs clients préservée. La suite toujours de ce journal, et donc la mairie d'Agadez poursuit toujours sa campagne de vulgarisation du rapport annuel 2013 en vue de recueillir l'avis des administrés. À la fin de cette caravane appuyée par le PDF de USAID, la population sera mieux impliquée dans la gestion des affaires locales. Le compte-rendu de Ibrahim Oumarou et Babalehama Zaghi. Donner la parole à la population, soumettre sa gestion à l'appréciation de ses administrés, c'était cela le sens de la série de caravanes entreprises par la mairie avec le soutien de PDF2 dans différents quartiers de la capitale de l'Aïr. Avec les populations du quartier Toulou et alentour que la mission conduite par le maire adjoint de la ville a rencontré, la thématique n'a point varié. Il s'agit de rendre compte, de restituer l'exécution du budget de l'année 2013 et bien sûr d'affronter les critiques de la population. Un exercice fortement apprécié par la population, comme en témoigne cet acteur de la société civile pour qui cette rencontre doit être renouvelée assez souvent. Vraiment, je suis très ravi de voir ce que PDF est en train de faire pour la vulgarisation de ce rapport annuel. Hier, on était au niveau du sultanat de l'Aïr. On a vu comment le maire a expliqué ce qu'ils ont fait à l'année 2013 et encore un monsieur de la taxe de voirie a expliqué l'importance de ces taxes de voirie où vraiment moi je dis chapeau à cette mairie, mais j'attire toujours l'attention à la mairie d'essayer de faire chaque fois cette partage de rapport devrait être fait chaque 3 mois au lieu de faire ça 1 an ou 2 ans. Et je félicite beaucoup le programme PDF à travers le développement PDF2 qui a pu initier, à pousser ses élus locaux à être face à face avec la population et avec sa population qui les a amenés au pouvoir. Du côté des responsables de la municipalité, on éprouve la même satisfaction. Le maire adjoint de la ville d'Agadez n'a pas manqué de remercier PDF2 qui a initié cette campagne publique de partage. C'est une satisfaction, une grande satisfaction, parce que c'est un exercice, certes, qu'on devrait faire la restitution de l'ensemble des activités réalisées par la commune, comme l'a dit le code à son article 15 et 80. La restitution est une obligation pour tout conseiller à chaque étape de la réalisation du budget de la commune. Donc je suis satisfait vraiment, il y a des questions pertinentes. Et c'est la première fois, nous allons essayer de voir comment continuer ces activités de restitution. Donc c'est un droit à la population qu'on puisse le restituer. La communauté qui nous a élus devrait savoir ce que nous sommes en train de faire. Parlons du sport à présent. Vous le savez déjà, le MENA national affronte demain samedi 6 septembre l'équipe de Cap-Vert au stade général Séni Kountié de Niamey. À cette occasion, l'entraîneur du MENA national, Gary Notror, a animé ce matin un point de presse. On fait le point avec notre chroniqueur sportif, Daman Abdoulaye. Cette conférence de presse animée par l'entraîneur national Gernot Rohr en prélude au match Niger-Cap-Vert s'est surtout apaisantie sur l'aspect purement technique de la rencontre du samedi 6 septembre 2014. Dressant la nomenclature des joueurs retenus et les critères de choix dans les différents compartiments du terrain, Gernot Rohr a étalé les potentialités du MENA national pouvant contenir la hargne des requins bleus du Cap-Vert. Et le temps est trop court pour travailler un autre schéma. Il y a de bonnes chances que nous appliquions ce schéma-là, mais on a aussi la possibilité de passer en 4-4-2.
notamment avec 2 attaquants de pointe qui marquent des buts en ce moment dans leur club. Et donc nous avons plusieurs formules qui, en cours de match, peuvent être appliquées. Comme vous avez dit, le Cap-Vert a une très bonne équipe sur le plan technique. C'est peut-être une des meilleures équipes africaines en ce moment. C'était la révélation de la dernière CAN pour aller jusqu'en demi-finale. On a visionné des matchs de cette équipe ensemble encore hier soir avec l'équipe. Et ça nous confirme que ça fait partie des toutes meilleures équipes, techniquement parlant, du continent. C'est un gros challenge, un gros défi. Ils sont favoris du groupe avec la Zambie, c'est normal. Ils sont bien devant nous dans le classement FIFA. Mais ça ne nous fait pas peur. On est chez nous, on voudrait imposer notre jeu avec nos qualités et avec notre état d'esprit qui est excellent. Gernotror est aussi revenu sur les enseignements tirés du match amical Niger-Ouganda. Je trouve que, notamment en deuxième mi-temps, on a trop laissé l'initiative aux Ougandais. Et que les 4 changements effectués la mi-temps, bien sûr, expliquent ça en partie, mais on doit faire mieux. La deuxième mi-temps, l'adversaire a eu 2 face-à-face avec notre gardien, donc on n'était pas très bien en place, mais c'est vrai qu'avec ces 4 voire 6 changements que nous avons effectués, on pouvait être inquiet. L'équipe a tenu quand même, c'est ça la satisfaction, et a su défendre ce résultat, qui nous donnerait aussi satisfaction demain, si c'était le même. Mais ça va être une autre équipe en face, beaucoup plus technique, beaucoup plus joueuse encore, et beaucoup plus efficace certainement. Maintenant, il faut essayer de construire, de placer ces ballons correctement, techniquement, et d'être efficace au milieu et en attaque. Présent à cette conférence, le capitaine de l'équipe nationale, Moussouma Zouo, a décliné l'état d'esprit de ses coéquipiers. La CAN, pour nous, c'est notre Coupe du Monde. Il n'y a rien de plus bon que d'aller à la CAN. Donc voilà, j'espère que là, ils savent, ils sont prêts pour demain. Déjà demain, si on gagne, on se relance déjà. Et on va aller à Mozambique tranquille. Essayer de faire un très très bon résultat. Parce que moi, mon deuxième combat, c'est de faire un résultat à l'extérieur. Parce que je joue avec le défenseur central du Cap-Vert. Il dit, au Niger, on gagne tous les matchs. Mais c'est à l'extérieur on a tous les problèmes. Je lui ai dit que nous, on va les gagner chez nous. Et Inch'Allah, on va aller à l'extérieur faire un bon résultat. La star, c'est même les supporters, c'est eux les stars. On les a vus en Afrique du Sud, les gens sont avec eux. Demain, on ne va pas gagner 5-0, 3-0. Mais on va gagner. Il faut que les gens soient patients. Supportez-nous jusqu'à la fin et Inch'Allah, on va gagner ce match. Présent consécutivement à la CAN Gabon-Guinée équatoriale 2012 en 2013 au pays de Nelson Mandela, le MENA national va tenter la passe de 3 ce samedi 6 septembre 2014 au stade général Séni Kountché face aux requins bleus du Cap-Vert. Pour ce faire, le 11 national doit ménager sa monture et amorcer la qualification pour la plus grande messe du football africain au royaume chérifien Maroc 2015. Tous donc au stade général Séni Kountché pour pousser le MENA à l'exploit. Ensemble, nous sommes encore plus forts. Et voilà, nous vous invitons également à faire nombreux le déplacement demain à partir donc de 16h au stade général la Séni Kountché pour pousser notre 11 national à la victoire. Et nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal comme annoncé, donc relativement à l'arrêt, donc à la requête adressée par le président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle afin que celui-ci se prononce sur la légalité de la procédure devant conduire à son arrestation. Relativement donc à cet arrêt, l'analyste politique et acteur de la société civile, Mahamadou Souley, s'exprime. Très bonne réception et excellente soirée à vous. Au revoir. À la suite de la réunion de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité de Hamma, nous avons eu beaucoup d'idées. Nous nous sommes dit, est-ce que tout le monde se souvient du contenu de l'article 88 de la Constitution? L'article 88 de la Constitution dit en effet que le député qui est en infraction, avant qu'il ne soit mis en examen ou avant qu'il ne soit entendu par un juge, son immunité doit être levée d'abord par l'Assemblée en plénière. Mais lorsqu'il n'y a pas de session, l'article 98 et 88 a précisé à la lettre que c'est le bureau de l'Assemblée
qui est compétent pour lever l'immunité. Mais quel est le problème qui se pose? C'est que le bureau de l'Assemblée nationale que nous connaissons actuellement, c'est suite d'abord à une requête de ce même groupe de Hama Amadou concernant sa mise en place qu'un arrêt était sorti, l'arrêt numéro 6 du 15 mai 2014. L'arrêt disait que les présidents des groupes parlementaires qui devaient présenter des candidats, s'ils refusent de les présenter, alors ils ont abdiqué à leur place dans le bureau. Par voie de conséquence, ce bureau, on peut considérer que c'est la Cour constitutionnelle qui a établi ce bureau. Comment est-ce que Hama peut demander à la Cour de ne pas reconnaître le bureau qu'elle-même a institué? Premier niveau d'analyse. Deuxième niveau d'analyse, c'est que la Cour constitutionnelle, elle a des compétences limitativement prévues par la Constitution. Entre autres, se prononcer sur la constitutionnalité des lois, l'interprétation de la Constitution elle-même, de se prononcer sur le référendum, de se prononcer sur les litiges électoraux. Voilà les compétences, l'étendue des compétences de la Cour constitutionnelle. Mais revenons à la Cour constitutionnelle elle-même. La Cour constitutionnelle, c'est quoi? C'est comme si c'est le sommet du pouvoir judiciaire. Du fait qu'elle est le sommet du pouvoir judiciaire, ça veut dire qu'elle est garante de l'application des lois et règlements dans la République. Mais comment une Cour qui doit garantir l'application des lois et règlements peut-elle demander le refus, peut-elle refuser une poursuite en tant que telle? C'est comme si la Cour se dédie. La Cour ne peut pas demander le refus d'application d'une loi. Ça, c'est une question de bon sens. On n'a pas besoin de le voir écrit. Et M. Hama Amadou, je pense que lui-même savait que la solution que la Cour donnera tombera dans ce sens. C'est pour cette raison qu'il s'en était allé. S'il savait que la Cour allait avoir au moins une réponse un peu dubitative, il allait rester et mener la polémique. Mais il savait que la Cour ne pouvait pas lui donner raison du même moment que le bureau de l'Assemblée nationale a été institué par la Cour au cours des crises que lui-même a provoquées en refusant de convoquer ou de passer au vote des membres du bureau. Le fait que les membres du bureau de l'Assemblée soient partiels, que ce soit 11 seulement, mais c'est dû à leur fait, parce qu'ils ont refusé et insisté à présenter Falquet. Or, la Cour avait stipulé que si les présidents de groupes parlementaires refusent de donner d'autres candidatures, vu que les députés sont au même niveau et que n'importe quel député peut être électeur et éligible, du moment qu'ils ont refusé, qu'ils abdiqueraient à leur poste. Ça veut dire que ça, c'est le bureau légitime de l'Assemblée. Mais comment peut-on croire que la Cour constitutionnelle institue un bureau et qu'elle remette en cause les compétences de ce bureau? Je pense que le bon sens ne le recommande pas. Moi, d'emblée, je savais que la Cour ne pouvait pas ne pas décider dans ce sens. Parce que la Cour elle-même se discréditerait, ne serait pas conforme aux dispositions de la Constitution qui lui-même l'a instituée, si la Cour ne se prononçait pas dans ce sens. Et je voulais évoquer tout à l'heure en disant que la Cour constitutionnelle est le sommet du pouvoir judiciaire. Or, le pouvoir judiciaire, c'est quoi? C'est l'application, la saine application et l'observation de l'application des lois et règlements dans la République. Ça, moi, je le savais. Je l'ai dit déjà dans des analyses précédentes. Bien que Hama l'ait fait pour gagner du temps. Certainement, c'était pour préparer son départ qu'il l'a fait. Bon, le sort de Hama est d'emblée connu. D'abord, il y a les possibilités, et n'est-ce pas, de recherche. Il faut le rechercher où qu'il soit. Vous comprenez? Comment on appelle? Interpol doit mettre le paquet.
Parce que l'application de la loi à tous égards, c'est la condition de survie de l'État. Donc, obligatoirement, le gouvernement, le ministre de la Justice, la police nationale et toutes les instances judiciaires ont à charge de retrouver Hama. Première hypothèse. Mais lorsque Hama serait introuvable, dans certaines conditions, quand le procès aurait atteint l'affaire aurait atteint un certain niveau, il peut être jugé par contumace et il trouvera alors sa peine, quel que soit le moment qui revienne. Vu que, bon, je présume que une telle infraction, son délai comment on appelle, le délai de prescription de cette poursuite peut valoir 20 ans. Oui, le délai de prescription de la poursuite d'un tel niveau d'infraction peut valoir 20 ans. Donc, dans l'intervalle des 20 ans, quel que soit le moment où il sera venu, il trouvera alors ce qui sera décidé pour lui. Oui, vous savez, la présomption d'innocence existe jusqu'au jugement devenu définitif. Jusqu'au moment où le jugement serait devenu définitif, la présomption d'innocence est là. Mais la présomption de culpabilité aussi cohabite en même temps. Vu qu'il y ait des éléments et des indices assez accablants, vu que je le disais précédemment, il y a des bébés entre leurs mains, vu que les femmes n'ont pas accouché, je pense que il y a toujours la présomption d'innocence. Mais l'autre aussi est là. Ça veut dire qu'on les soupçonne, on a des éléments contre eux. La présomption d'innocence disparaît à partir du prononcé du jugement. À partir du moment où le jugement a acquis la force de la chose jugée. Entre autres, c'est une des conséquences inéluctables de cet état de fait. Il est sûr que l'Assemblée nationale ne peut pas rester sans président. Il est sûr aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les temps à venir. Il est évident que la vacance, normalement, doit être constatée et qu'on puisse pourvoir à ce poste. Je pense que la vacance est ouverte, les candidatures sont ouvertes. Par voie de conséquence, je pense que Hama Amadou peut être valablement remplacé. Un nouveau président de l'Assemblée nationale peut être envisagé dans les temps à venir. Donc, les conséquences politiques ne sont pas tellement graves, mais c'est les conséquences juridiques qui le sont. Du point de vue politique, il signerait forfait sur le terrain politique parce qu'il a de l'ambition politique, parce que beaucoup croient en lui, parce que c'est aussi une personnalité de haut rang qui ne doit pas fuir son pays à cause d'une simple poursuite. Tout simplement parce que le dirigeant doit donner l'exemple dans l'application des lois et dans l'observance des conditions de procédure. Oui, mais moi je me prononce sur des questions objectives. Par exemple, ses conditions personnelles, ses problèmes, sa moralité, ça ne m'engage pas. Je me prononce sur des conditions objectives et rationnelles. Les conditions objectives, entre autres, qu'il a une formation politique, qu'il a une opinion, qu'il a du monde qui croit en lui. Tout ceci ont été renfloués. Premièrement. Deuxièmement, son ambition devient boiteuse. On ne sait pas quel est le débouché de cet homme politique qui, pendant presque 10 ans ou 20 ans, a cru pouvoir gouverner ce pays. Je ne sais pas ce que deviendra son truc. À moins qu'il ne se rende lui-même que un procès équitable soit organisé et qu'il soit blanchi et qu'il revienne trouver sa place parmi les candidatures présidentielles.
Barika Dunia TV. I'm the bunch. Or skip on the country. My friends call me. I have a confession. Don't take it personal. I got a confession. Oh, so you gotta listen. Oliver, twist. You're watching Dunia TV, national and international. Don't touch that dial. Qu'est-ce qu'il y a? Applaudissez. Merci beaucoup.